Bonjour et bienvenue dans ce bilan culturel du mois de février 2026. J'ai l'impression qu'il s'est encore passé beaucoup de choses en février, mais j'ai l'impression que depuis ce début d'année, ça n'arrête pas. C'est cool parce que je vois des trucs trop chouettes, mais je sais pas, je pense qu'il va falloir que je réussisse à calmer ma FOMO du secteur culturel et de me dire que c'est ok si je vois pas tous les spectacles et tous les films que j'ai envie de voir, parce qu'en fait là ça fatigue. Ça fatigue. Mais c'est parce que je me suis mise au sport, c'est ça le problème. En fait, peut-être qu'il faut arrêter le sport. C'est pas du tout le sujet. On va faire chronologique parce que j'ai la flemme de reprendre discipline par discipline. Donc on va faire dans l'ordre de ce que j'ai fait en février. J'ai écouté Be Sensational, l'album de Jeanne Haddad, que je ne connaissais pas du tout, de nom évidemment, mais dont j'avais jamais écouté le travail. Ça c'est dans cette démarche d'écouter des musiques en ne faisant que ça. Donc j'ai vraiment emprunté le vinyle à la bibliothèque, je l'ai mis dans la platine, je me suis assise gentiment pour l'écouter. Et franchement c'était super. J'ai adoré. Je sais toujours pas pourquoi, mais j'ai adoré. Ensuite, j'ai vu Blade Runner de Ridley Scott. Le mois dernier, j'avais vu Thelma et Louise. Donc, quand j'avais emprunté Thelma et Louise à la bibliothèque, j'avais vu Blade Runner. Et je m'étais dit, ah, moi j'ai vu Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve sans avoir vu celui de Ridley Scott. Donc, allons-y. Et en fait, bof, j'ai été vraiment déçue. C'est assez super en termes de cinéma, les images, enfin la science-fiction des années 80, ça j'ai trouvé ça vraiment très très chouette, genre toute cette technologie, enfin, c'était cool. Mais en fait, dans ce que ça raconte, bon, ça m'a rien raconté du tout. Le rythme, je suis pas sûre. Et Harrison Ford joue-t-il, je n'ai pas vu Indiana Jones, mais est-ce que Harrison Ford joue autre chose que des hommes forceurs avec les femmes comme ça? Pardon, parce qu'Han Solo, on l'aime beaucoup. Mais vraiment, j'ai vu le film, je suis en mode, bah Han Solo, forceur. Rien d'exceptionnel en tout cas de mon côté. J'ai poursuivi, je sais plus, je crois qu'on avait commencé en février, le rewatch de Star Wars. Donc on a vu l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Du Jedi. Bah c'est super. Voilà, Star Wars quoi. Vraiment génial. J'ai vu Gounouge de Léo les Russes. Chorégraphe de la compagnie Zimarel. Zimarel, oui. Euh, j'ai trouvé les interprètes exceptionnels. Les corps qui dansent, genre l'écriture de leur corps, des corps de chacun des interprètes, incroyable. En revanche, et notamment parce qu'il y a une interprète dont je connais vraiment le travail par ailleurs, elle, personnel, en compagnie pour elle, et en fait, elle était dans son écriture chorégraphique à elle. C'est-à-dire qu'au plateau, c'était Johanna Malédon, j'ai vu Johanna Malédon dans le travail de Johanna Malédon, dans l'écriture de Johanna Malédon. Donc ça m'a beaucoup interrogée sur la part finalement du chorégraphe là-dedans, qui est la personne qui signe la création quand même. C'est le nom qu'on voit le plus, mais en fait si l'ensemble des interprètes sont remarquables et exceptionnels, mais chacune dans leur propre écriture, quel est le rôle du chorégraphe là-dedans pour avoir la légitimité entre guillemets de signer la pièce, si c'est juste trouver des gens super et les mettre au plateau ensemble, mais chacune dans leur écriture. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas ça m'a vraiment interrogée sur la part, mais je m'étais déjà interrogée avec 7-7 le mois dernier, mais sur la part en fait de responsabilité dans le sens positif du terme, finalement de la personne qui signe la pièce. Est-ce que la réussite des pièces ne tient pas à autre chose qu'aux gens qui la signent? On sait que oui, mais voilà. Ça a été assez frappant pour moi sur Gounouge. Ensuite, j'ai vu La distance de Thiago Rodriguez. C'est délicat parce que j'avais très envie de le voir, je l'avais raté à Avignon cet été, et en même temps, Thiago Rodriguez, j'ai pas envie de soutenir son travail. Parce que j'ai pas envie de soutenir la personne. Cependant, je ne peux pas faire comme si la pièce ne m'avait pas bouleversée, retourné le bide. Je crois que je n'ai jamais ressenti, et reçu, c'est le cas de le dire, une telle intensité d'émotion au théâtre. Pour moi, c'est drôle parce que c'était vraiment des émotions cinéma. Devant les films, très souvent, je suis prise d'émotions où je pleure au point d'avoir envie de sangloter. Ça arrive beaucoup dans les films. Rarement au spectacle. Je suis souvent émue au spectacle, mais pas à ce point. Jamais je n'avais ressenti une émotion aussi intense au spectacle. J'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. Les interprètes sont exceptionnels. Et vraiment, ce qui me frappe, en même temps, c'est une histoire d'un père et sa fille qui correspondent à des milliers d'années-lumière l'un l'une de l'autre. Donc je savais que ça me toucherait, mais là, c'était vraiment poignant. Enfin, moi, ça m'a saisi à un endroit où j'attendais pas le spectacle vivant. Et je pense que ça tient aussi du fait que justement, ça soit des gens vraiment en face de nous qui le portent.
J'étais très proche du plateau, je suis très contente de l'avoir vu dans ces conditions. Et finalement, je suis contente de ne pas l'avoir vu à Avignon quand je bouffais 4 à 5 spectacles par jour. Euh, mais de l'avoir vu dans ce contexte un peu plus privilégié d'une saison, même si je vois beaucoup de choses, quand même plus tranquille. J'ai écouté Suck It and See de Arctic Monkeys, toujours dans la même démarche. Je suis peut-être moins convaincue que par Favorite Worst Nightmare et Everything You Say I Am Is What I'm Not là. Mais c'est familier, je connais, voilà, je saisis des choses, donc c'était cool. Et j'aime bien Arctic Monkeys. J'ai regardé Amsterdam is Dead, qui est un film moyen métrage, je crois, de Faye Amsterdam. C'est un film sur le parcours que j'ai trouvé très chouette. Genre toutes les images des traceurs, j'allais dire étraceuses, mais en fait on voit genre, on a peut-être 45 secondes de screen time de femmes qui tracent. Mais genre toutes les images de corps en mouvement et tout sont vraiment très très chouettes. Après comment le film est construit, j'ai trouvé ça cool aussi, ok pourquoi pas. Par contre, j'ai pas aimé l'énergie des groupes de traceurs, de ces garçons-là. J'ai pas aimé leur énergie. Voilà. Ensuite, j'ai vu Anne-Christine et Philippe de Arnaud Churin et Emmanuela Pass de la compagnie La Sirène Tubiste. J'ai trouvé ça terriblement mauvais. En tout cas, j'ai pas du tout aimé. C'était presque un supplice. J'ai revu Papicha de Mounia Medour. Je ne me souvenais pas tout de ce film. C'est terrible, c'est déchirant, mais c'est vraiment très réussi, c'est incroyable. Ça m'a pas mal retourné de le revoir. Je suis très contente de l'avoir revu, mais ça a questionné plein de trucs de mois à mois dans ma vie. Et voilà, mais c'était très bien. C'est un film à voir absolument. J'ai vu une sortie de résidence de la compagnie Oda sur le spectacle À pas perdu qui est en cours de création. C'était chouette dans la mesure où c'est de la danse qui danse, c'est des bons interprètes, c'est cool. Après, je trouve que tout est un petit peu convenu. Voilà, moi, ça m'évoque un peu une écriture pièce sortie de conservatoire supérieur de danse. Tout est un peu facile, il y a beaucoup d'évidence dans l'écriture, il n'y a rien d'exceptionnel. Et en même temps, voilà, moi, ça m'a pas transcendé. Et en même temps, c'est de la danse qui danse avec des interprètes qui dansent bien. Donc, c'était assez chouette. Même si je trouve que les interprètes sont assez inégaux entre elles. Mais voilà, c'est pas mauvais. Moi, ça ne me transcende pas, ça ne me touche pas, mais c'est bien. Je suis allée au Tetris voir Angine de poitrine et The Big ID. Angine de poitrine, j'ai bien aimé, mais j'ai vraiment aucune idée de ce que j'ai écouté. Voilà, c'est toujours le même problème. Mais encore une fois, découvrir de la musique en passant par le live, tout ça. The Big ID, je pense que les instrus, elles étaient cool, mais genre le mec qui chante, non. Du coup, on n'est même pas resté jusqu'à la fin. J'étais un peu en mode, ok, si c'était que de l'instru, peut-être que ça serait cool, mais là, le mec qui chante, je sais pas, j'aime pas. Ça m'a pas trop plu. Voilà, tout ce que je peux dire de la musique. C'est marrant, on verra dans un an si je serai capable de mieux en parler. Ensuite, j'ai écouté l'album Saviors de Green Day. En vrai, j'avance sur les écoutes d'albums. Parce que je crois que je me suis fixé un objectif à 24 albums dans l'année. En mode, j'en écoute 2 nouveaux albums. J'écoute 2 nouveaux albums par mois, mais je pense que je vais être bien au-dessus. Hein. J'aime bien ce qui se passe. Donc, Saviors de Green Day, leur album de 2024. Il y a un son qui m'a vraiment give, c'est ce que j'ai écrit littéralement. Il y a un son qui m'a give Bébé Brune. Voilà. Et il y en a plusieurs qui m'ont vachement rappelé des morceaux d'American Idiot. Donc j'étais un peu en mode, ouais, ok, mais du coup, What's New, puisqu'American Idiot est pour moi un super album. Enfin, en tout cas, je l'aime beaucoup. Donc, bon. J'ai vu Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Hyper intéressant. Hyper intéressant. Et ça m'a tellement questionné sur mon rapport à mes pratiques culturelles, au cinéma notamment. Pulp Fiction, j'ai trouvé le film dans la forme exceptionnelle. Les images sont trop cool, la BO est incroyable, la construction narrative du film, j'ai trouvé ça super. Les personnages, ils sont hyper bien écrits. Comment ils s'appellent? Jules et Vincent. Déjà, je me rappelle des prénoms des personnages, ça n'arrive jamais. Je les ai trouvés génialissimes. C'est marrant, il y a beaucoup d'ironie. J'ai beaucoup aimé tous les dialogues de Jules et Vincent en mode absurdité totale, un peu la vacuité, et en même temps, comment est-ce que la vacuité d'une conversation fait le small talk et fait qu'on est amis et qu'on parle de tout, de rien, de la vie et de trucs hyper intenses et profonds, autant que de comment est-ce qu'en France on appelle un Big Mac. J'ai trouvé ça vraiment dans la forme
hyper réussi et j'entends que ça soit, genre qu'on en parle comme d'un film waouh. En revanche, le principe du cinéma de gang qui repose sur le racisme, la violence et la misogynie, en fait, c'est non. Et du coup, j'ai été hyper partagée parce que je reconnais toutes les qualités de ce film, mais le problème, c'est que toute cette forme que je trouve très réussie, elle repose sur un fond, donc qui est l'histoire, mais aussi, je pense, tout un pan du cinéma hollywoodien, mais pas que, qui en fait ne me concerne pas. Ne me concerne pas et que je ne pourrais jamais trouver bien dans ce que ça raconte. Parce qu'en fait, c'est trop. C'est trop. C'est-à-dire que mon acceptation et mon appréciation du cinéma atteint ses limites face à un cinéma qui repose sur tout ce qui n'a... Enfin, c'est juste, ça ne me concerne pas, mais dans le sens aussi où c'est pas un cinéma qui s'adresse à moi. Pour moi, Pulp Fiction, Quentin Tarantino, c'est un cinéma d'hommes blancs cinéphiles de 22 ans. Pardon. Et encore une fois, je trouve le film très réussi. Cependant, il ne me concerne pas. Il ne s'adresse pas à moi, ça ne me concerne pas. Et je ne peux pas ériger comme film exceptionnel, génialissime du cinéma, un film qui repose sur la violence complètement décomplexée, le racisme intégré et décomplexé, et la misogynie intégrée et décomplexée. C'est même pas volontaire, c'est juste que c'est intrinsèque à l'essence de ce cinéma que de reposer sur le racisme, la misogynie, la violence. Ça ne m'intéresse pas. Et vraiment, je me suis beaucoup interrogée sur, mais du coup, dans ma pratique du cinéma, qu'est-ce qui fait un bon film ? Est-ce que je mets un 10 sur 10 à un film parce que la forme est irréprochable, même si dans le fond ou dans la narration, je trouve des trucs un peu limites ? Est-ce que je mets un 10 sur 10 à un film parce que, même si la forme, elle n'est pas exceptionnelle, l'histoire, je la trouve hyper importante ? Je crois qu'en fait, je fonctionne plutôt comme ça. Après, mes 10 sur 10, j'ai l'impression que c'est quand même un équilibre entre les deux, mais Pulp Fiction, pour moi, c'est un 7 sur 10. Je ne peux pas aller au-delà du 7 parce que je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe dans le film, dans moi, mes valeurs et ce qui me touche dans mes pratiques culturelles. Et du coup, ça m'a vraiment questionné, mais en long, en large et en travers, sur mon rapport au cinéma, en fait, surtout. Parce que pour moi, ça se joue surtout dans les films. Mais c'était hyper intéressant, du coup. Voilà. Ensuite, j'ai vu Medal des Pink Floyd. J'ai vu pas du tout, j'ai écouté Medal des Pink Floyd, qui est super. Je crois que j'aime bien Pink Floyd, encore une fois, pourquoi ? L'histoire ne le dit pas. J'ai réécouté Parcells de Parcells et The Ascension de Sufjan Stevens, j'adore cet album. J'ai écouté Alligator Bites Never Heal de Doichi. J'ai trouvé ça cool, genre j'ai beaucoup aimé le mood et tout, mais j'ai eu du mal à me concentrer dessus, parce que je crois que je suis pas du tout familière avec le rap encore. Je pense que le rap, ça va être compliqué d'intégrer ça dans mes écoutes musicales, mais c'est pour ça que c'est cool et que ça va être un work in progress et que voilà. Mais je suis pas du tout familière du rap, donc je pense que ça accroche moins, du coup, moi, instinctivement, mon oreille et mon cerveau. Et en plus, vu que si je peux difficilement m'accrocher à l'instru parce que je suis moins familière du rap, je peux pas non plus m'accrocher à ce que ça raconte parce que ça parle vite et ça parle en anglais avec un accent que je comprends pas. Donc, y a un peu ce truc, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai eu du mal à me focus et à m'accrocher à l'album, donc je pense que je les réécouterai. Ensuite, j'ai vu Récital sans Méduse, qui est un seul en scène de Nicolas Chéniaud de la compagnie PJPP. C'était super. J'avais beaucoup de crainte et d'appréhension parce que c'était un spectacle création, donc il venait d'exister. d'1h50, seul en scène, faut le faire. Et pourtant, Nicolas Chéniaud tient brillamment le plateau pendant 1h50. Je suis très admirative de l'endurance de l'écriture. C'est un interprète exceptionnel, il le tient de A à Z de façon vraiment remarquable, ça c'est une chose. Mais moi ce qui m'a surtout impressionné, c'est cette endurance dans l'écriture, ou comment est-ce que tu arrives à écrire un spectacle, donc qui parle, hein, c'est des chansons et du blabla entre des chansons, pendant 1h50, sans que ça s'essouffle, sans que tu sois perdu. Ça rentre à la fois dans des récits ultra personnels, mais ça invoque aussi beaucoup des espèces de grands principes ou de grandes références universelles qui fait que tu raccroches tout le temps. Donc tu as le côté émotionnel du personnel, et en même temps c'est pas non plus un journal intime, et en même temps c'est pas non plus un truc fait de grandes généralités. Enfin, il y a un équilibre de malade, j'ai trouvé ultra réussi, et j'étais vraiment très très impressionnée, et surtout j'ai beaucoup ri. Voilà, c'est marrant. C'est très drôle, encore une fois, à tous les niveaux, que ce soit au niveau de généralité, de références collectives ou de récits personnels. Le personnage de
de Nicolas Chéniaud au plateau est hilarant. Et ça m'a fait un bien fou de rire au théâtre. C'était super. Ensuite, on a regardé La menace fantôme, donc le premier épisode de Star Wars. On approche doucement de mon épisode favori, le 3, qui arrive toujours à la fin de mes rewatch. J'ai lu La cause des femmes de Gisèle Halimi. J'appréhendais un peu cette lecture. Alors déjà, je suis en panne de lecture depuis un petit moment, donc j'avais un peu de mal, j'ai eu du mal à m'y mettre. Et en fait, je l'appréhendais parce que j'avais peur que ça soit un essai, un truc un peu indigeste. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment un récit autobiographique de comment Gisèle Halimi, en tant qu'avocate et en tant que femme, a œuvré à la légalisation de l'avortement à travers les procès historiques qu'on connaît, à travers la fondation de Choisir dont le travail n'est plus à prouver, et à travers elle aussi ce qu'elle traversait en tant que personne, en tant qu'individu, en tant que femme, pendant toutes ces années où elle est devenue avocate avec de plus en plus d'engagement dans son travail et dans les cas qu'elle choisissait de défendre. C'est hyper intéressant parce que ça évoque pas mal en notes d'autres ouvrages qu'elle a pu écrire, auxquels elle fait elle-même référence dans ce livre, et qui m'ont vraiment donné envie d'aller chercher à lire les ouvrages de Gisèle Halimi, qui, j'imagine, sont de la même forme, dans des formes de récits autobiographiques et en même temps hautement politiques et juridiques, sur les cas, beaucoup de cas qu'elle a défendus en Algérie pendant la guerre d'indépendance. Avec tous les procès abusifs évidemment qui ont été menés, et elle en parle pour le Maroc un petit peu dans ce livre-là, et comment est-ce qu'en fait dans les anciennes colonies, enfin anciennes mais colonies à l'époque, la France a fait à l'appel et à l'appel des procès pour faire genre oui il y a une justice, où donc des avocats étaient mobilisés, etc. Mais où en fait dans les faits l'issue était toujours la même, et il n'y avait aucune chance en gros pour les accusés de ne pas être condamnés. Et donc en fait, ça m'intéresse beaucoup d'aller creuser de ce côté-là, puisqu'elle a quand même défendu des cas, des gens qu'elle a sauvés de la mort, non pas de la condamnation, mais qu'elle a sauvés quand même de la condamnation à mort dans ces cas, dans ces contextes-là. Donc ça m'a intéressé vachement d'aller voir un peu plus de ce côté-là. Et pour revenir à La cause des femmes, je l'ai trouvé vraiment super. Après, je sais pas, moi, c'est une histoire que je connais. J'ai lu le manifeste des 343 en BD, je connais un peu toute cette histoire de la légalisation de l'avortement en France. Donc c'était aussi familier, c'est ce qui a facilité peut-être aussi la lecture me concernant. Ensuite, je suis retournée en concert, parce qu'on a dit 2026 Music Live, pour aller voir Compromat. Incroyable, je ne m'attendais pas du tout à passer un aussi bon moment, mais c'était super. Une fois de plus, et je me répète, je sais pas vraiment ce que j'entends, mais je sais que ça fait boum boum boum, et que c'est de la musique qui résonne dans mon corps, et qui fait genre écho avec tellement de sens dans mon corps, et comment est-ce que moi, mon corps se met en mouvement en écho à cette musique. Et alors ça, c'est 20 sur 20. Voilà, je pensais vraiment, vraiment pas passer un aussi bon moment. Après, le problème, ça reste les gens, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Je comprends aussi pourquoi j'aime pas trop aller... Enfin, c'est pas que j'aime pas aller voir des concerts, mais pourquoi c'est pas des espaces dans lesquels je suis hyper à l'aise. En fait, je maintiens que le problème, c'est pas tant la musique que les gens. Voilà, la première partie de Compromat, c'était Maxi Glotte. On est arrivé vachement à la fin de la première partie, donc on a raté le plus gros. Mais en tout cas, ce que j'ai entendu, j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai un peu regretté de ne pas être arrivé plus tôt. Ensuite, le lendemain, du coup, j'ai écouté Traum und Existenz de Compromat, l'album de 2019, que j'ai trouvé assez chouette. Je suis allée faire une exposition qui se rappelle les musées. Je suis allée faire une expo au Grand Palais, All About Love de Michalene Thomas, que j'ai vraiment trouvé très très chouette. Michalene Thomas, c'est une artiste femme, peintresse, photographe noire, états-unienne, lesbienne, qui, dans son travail artistique, œuvre à la représentation et à la visibilisation des femmes noires. Donc déjà, sur le papier, ça me plaisait. Elle est à la fois photographe, peintresse, et en fait, elle fait usage de beaucoup de méthodes et de beaucoup de matériaux différents pour créer ses œuvres à travers beaucoup de collages. Elle utilise de la peinture acrylique, elle utilise des impressions de ses photos, elle utilise de l'émail, elle utilise des strass. Moi, j'avais vu ça sur les strass, j'étais un peu inquiète parce que j'avoue que j'associe vachement les strass à quelque chose d'un peu kitsch, mais pas dans le sens positif de kitsch. Et en fait, pas du tout. Je me fourvoyais, ça fonctionne trop bien.
Ces photographies sont toujours dans des décors ultra léchés qu'on retrouve dans ces collages. C'est vraiment, j'ai adoré. Ça fait un bien fou. C'est trop beau à voir, c'est satisfaisant et en même temps ça fait du bien de voir aussi toutes ces femmes noires représentées. C'est voilà, c'est moderne, ça fait réagir, ça secoue. J'ai adoré. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Il y a aussi pas mal de justement de décors de ces studios photos qui sont installés dans l'expo. Il y a du travail, un petit peu de travail vidéo. Il y a plein de médiums différents. Il y a juste des photographies aussi. Elle peint sur du bois. Enfin, c'était super. Voilà, je recommande vivement d'aller la voir. C'est jusqu'au 5 avril au Grand Palais et c'était génial. Ensuite, j'ai regardé Madagascar, le dessin animé, tout à fait. Je me rappelais pas trop en fait de Madagascar. Voilà, c'était bien, j'ai rigolé. Par ça, voilà. J'ai vu sur MyCanal, On suit le soleil, qui est un court-métrage de Salim Hamzaoui, qui est un jeune réalisateur, enfin en devenir, disons, je sais pas trop s'il est réalisateur tout court ou en cours de professionnalisation. Bref, franchement, j'ai été très agréablement surprise. J'ai trouvé ça plutôt très réussi. Il y a des plans qui, pour moi, fonctionnent pas trop et des moments où le jeu est un peu à côté de ce que m'évoque la scène avec l'image. Mais sinon, c'est quand même bien porté. Les images, elles sont chouettes. Le montage, il est cool. Le son est très bien. C'est très bien. Et en fait, c'est une petite soirée où je me suis fait 2 courts-métrages. J'ai regardé Big Boys Don't Cry. Don't Cry. Oh, Big Boys Don't Cry d'Arnaud Delmarle, qui était sélectionné au César, qui n'a pas gagné, mais qui était nommé au César. Là aussi, c'est très bien. En fait, je suis très peu familière du format court-métrage. C'est aussi quelque chose que j'aimerais développer, moi, dans mes pratiques. Du coup, j'ai du mal à me situer ce qui fonctionne dans la narration sur un format aussi court. Et je suis juste pas familière du format. Donc là, j'ai trouvé les deux plutôt très réussis dans comment est-ce que sur un temps resserré, on nous raconte une histoire quand même sans avoir l'impression de survoler le sujet. Et pour le coup, Big Boys Don't Cry, je me suis vraiment dit, ah, j'adorerais que ça devienne un film plus long. J'aurais aimé en voir plus. Voilà, je suis allée au cinéma voir Couture d'Alice Winocourt. L'histoire m'a touchée parce que c'est des récits de femmes qui s'entremêlent et que c'est une histoire aussi de maladie. Donc en soi, ok, l'histoire m'a touchée, mais sinon le film dans sa forme, pour moi, il n'y a rien qui me tient, il n'y a rien qui me garde. Et je pense que je ne m'en rappellerai pas à la fin de la saison ou à la fin de l'année. Il m'aura pas marqué. Il m'aura vraiment pas marqué. J'ai vu Rumba d'Abel et Gordon, enfin de Fiona Gordon, Dominique Abel et Bruno Romy, un film de 2008. Je l'ai regardé parce que j'étais en train de réfléchir à une programmation de films de danse. Donc c'est dans ce cadre-là que je l'ai regardé. En fait, je me suis rendu compte que le film dansait trop peu, donc on a dit il y avait trop peu de danse, donc on le programmerait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certes peu de danse, mais que l'écriture des corps, je l'ai trouvée assez exceptionnelle. Moi, j'ai été vachement captée par comment les corps sont écrits dans ce film. Par contre, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout été réceptive à ce cinéma belge un peu foufou, un peu absurde, qui parle très peu, qui est assez à la fois lent et vide et en même temps un peu agité. Voilà, j'ai pas du tout accroché. Mais j'ai trouvé l'écriture des corps très intéressante. Et enfin, last but not least, pour le mois de février, j'ai vu Marty Suprême. Je savais, hein. Je savais, mais je confirme, on est fatigué. Franchement, des hommes problématiques qui écrivent des films qui encensent des hommes problématiques, un connard qu'on voit être un connard pendant 2h30. Ça y est quoi, le film dans la forme il est bien construit, la BO elle est plutôt très chouette, les images, il n'y a rien à redire de particulier. Le personnage il a le mérite, tout détestable soit-il, d'être cohérent, bien tenu, d'être, et ça me tue de le dire, très bien interprété et porté par Timothée Chalamet. Mais en fait, pourquoi faire? Pourquoi faire ça nous raconte rien, ça part dans tous les sens, c'est absurde mais au sens ridicule du terme. C'est juste non, enfin moi je... Non, encore une fois, c'est pas un cinéma qui me concerne. Mais là, contrairement à d'autres, je peux même pas dire que la forme est exceptionnellement réussie, quoi. Voilà, pour le mois de février. Ah, on finit pas sur une... Dommage.